Europe 1 midi, Romain Desarbres. Et nous sommes en direct avec Jean de Glignasti. Bonjour Jean de Glignasti. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France à Moscou. Vous êtes également l'auteur du livre « La Russie, un nouvel échiquier » aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être avec nous parce que vous connaissez parfaitement ce pays et je voulais que vous nous apportiez vos lumières. Merci. Alors, déjà, sur la situation actuelle, on entend toutes les capitales occidentales dire que Vladimir Poutine est affaibli, qu'il est fragilisé. Est-ce que c'est votre point de vue, déjà ? Oui, bien Oui. sûr. Oui. Bien sûr. Quel serait le gouvernement qui ne serait pas fragilisé alors qu'il y a une mutinerie et une sorte de marche sur la capitale avec comment dire, la possibilité de rallier beaucoup de gens aux opposants. Donc le régime est profondément déstabilisé. C'est inimaginable que ce soit une opération préparée, une sorte de scénario préparé par Vladimir Poutine et en complicité avec Evgeny Pirochkin. Alors, je crois que c'est à exclure. C'est à exclure parce que le prix à payer en termes d'image internationale de la Russie, en termes d'image d'autorité pour Poutine lui-même, en termes même de conduite de la guerre en Ukraine, est tellement énorme que cette hypothèse est à exclure. Est à exclure. Comment peut-il réagir maintenant, Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il va mener une opération de neutralisation des traîtres ? Quelle peut être sa réaction, vous qui le connaissez ? Alors, donc à ce stade, manifestement, il a eu très peur, mais en même temps, il a constaté que, en gros, l'armée tenait, parce que le pari de Prigojine, c'était, en gros, qu'après des mois et des mois de critiques intensives sur tous les réseaux, contre Shoigu, le ministre de la Défense, contre Gerasimov, le chef d'état-major, contre l'incapacité, l'incompétence, la corruption des cadres de l'armée, Prigojine espérait que les troupes se rallieraient, les soldats de base. Et en fait, ça ne s'est pas passé. Donc Prigojine, c'est pour ça qu'il a arrêté d'ailleurs. Et en même temps, Poutine avait très peur et ils ont passé un accord. Alors cet accord, tel qu'il a été énoncé par le porte-parole du Kremlin, en gros, c'était que on arrête les poursuites contre Prigojine, il va se réfugier chez Loukachenko, le président de la Biélorussie, qui semble-t-il a joué un rôle dans la signature, la négociation de cet accord. Oui. Et quant aux soldats de Wagner, donc le groupe de mercenaires de Prigojine, ils auront normalement... On fait une différence entre ceux qui ont participé à la révolte et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ne l'ont pas peuvent s'inscrire et ils rentreront dans les cadres de l'armée russe et les autres seront rendus à la vie civile. Ça, c'est la théorie, telle qu'elle a été énoncée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Dans la réalité, je crois que Poutine ne peut pas laisser passer ça, parce que manifestement, en fait, Prigojine comptait sur des appuis au Kremlin, et dans un cercle restreint autour de Poutine. Donc il ne pouvait pas se lancer dans une opération pareille sans avoir quelques appuis. Et donc il va y avoir un début d'épuration, on va chercher qui a dit quoi, qui a fait quoi, etc. Donc il va y avoir une période de déstabilisation relative à l'intérieur des cercles du pouvoir. Oui, Poutine ne peut pas en rester là. Je crois que c'est difficile, compte tenu de ce qu'il est, compte tenu de l'image de force qu'il veut absolument envoyer, compte tenu du fait que, effectivement, la Russie n'est pas une démocratie, donc il n'y a pas d'amortisseur pour ce genre de situation. Donc il va chercher à faire payer ceux qui auraient pu le lâcher dans ces circonstances. Ouais. Un Poutine affaibli, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Europe ? Est-ce qu'il n'est pas plus dangereux affaibli que fort ? C'est une vraie question. J'ai noté quand même la grande prudence de toutes les autorités américaines, françaises, européennes, allemandes, parce qu'évidemment, l'hypothèse la pire, c'est la déstabilisation de la Russie, la guerre civile, donc une puissance nucléaire
qui a le plus grand nombre de têtes nucléaires, d'ailleurs même au-dessus des États-Unis. Donc tout ça sans responsabilité, sans pouvoir qui soit fort, enfin suffisamment fort pour contrôler l'armée, etc. C'est une déstabilisation mondiale très grave. D'où effectivement la grande prudence des autorités occidentales sur cette situation. Et puis les gouvernements sont ce qu'ils sont. Ils préfèrent négocier avec des gens qu'ils connaissent qu'avec Prigojine, dont on ne sait pas ce que c'est. On le sait que trop bien. On voit parfaitement ce que vous voulez dire. Alors, c'est pas à vous, qui êtes ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean de Glignasti, que je vais l'apprendre, mais je voulais relire cette phrase de Winston Churchill, qui disait de la Russie que c'est un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Et je me disais que ça n'avait jamais été aussi vrai. On a du mal à la comprendre, cette... Oui, mais vous savez, la phrase est suivie d'une autre phrase qu'on ne cite jamais et qui dit, mais en fait, c'est très clair, la clé de la Russie, c'est le patriotisme et le nationalisme. Et c'est tout aussi profond que la première partie. Effectivement. Et donc, Jean de Glignasti ? Oui, vous m'entendez ? Oui, voilà, oui. Et donc, c'est la clé. La deuxième partie de la phrase de Churchill, c'est la clé. Effectivement. Charles est avec nous et nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Charles. Bonjour, oui, bonjour. Et bonjour, monsieur l'ambassadeur. Vous nous appelez d'où en Île-de-France ? Je vous appelle près de Boulogne-Billancourt. Très bien, très bien. Quel est votre point de vue sur ce qui est en train de se passer ? Écoutez, moi j'ai pas l'expérience de monsieur l'ambassadeur au niveau diplomatique, mais je connais bien les Russes, que j'ai signé un tas de contrats et négocié un tas de contrats avec eux. Oui. Ce sont les rois de la dissimulation, les rois du show-off, les rois de montrer ce qu'ils veulent montrer, en fait, à chaque fois. Et moi, j'ai soupçonne de faire, en fait, le coup qu'a fait Napoléon avant Austerlitz. C'est-à-dire qu'en fait, Napoléon avait donné à ses consignes à tous ses soldats, à ses officiers, d'aller vers Austerlitz avant la bataille, la veille ou l'avant-veille, de marcher de l'air d'effet en traînant les fusils, etc., pour donner l'impression à l'ennemi que il tenait plus ses troupes, qu'on allait à une bataille perdant. Oui. Et je pense, si ça se trouve, c'est ça auquel on assiste. Moi, vous savez, ce qui m'étonne toujours en Russie, c'est nous, occidentaux, on voit quelque chose, mais d'abord, on a une très mauvaise vision de ce que les Russes eux-mêmes voient et de ce qu'ils comprennent dans les médias. Moi, ce qui m'a sidéré, c'est de voir sur beaucoup de chaînes, y compris des grandes chaînes américaines d'information, les journalistes parler comme ça ouvertement de l'événement, comme si finalement c'était on y allait. Et puis j'entendais Prigojine donner des interviews complètes avec un langage complètement délirant, même accentué contre finalement la hiérarchie militaire. Enfin, pour moi, moi qui connais un peu les Russes, je me dis mais c'est du cousu de fil blanc. Ils nous préparent quelque chose, ça se mijote quelque chose derrière qui va pas nous faire plaisir, et quand ça nous tombera dessus, on dira on aurait pu s'en douter. Bon, Jean de Glignasti, j'ai une grande méfiance. Alors je suis peut-être trop méfiant. On va demander Monsieur l'ambassadeur me prendra peut-être pour un crétin fini. il va vous le dire. J'ai eu ma longue expérience avec les Russes me dit que quand je vois quelque chose de très 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 à ce point-là outrageant, visuel, avec des chars qui rentrent et qui quand même investissent une ville, quitte à partir le lendemain, vous voyez, pour faire semblant comme si on avait fait un accord, comme si je sais pas quoi, je me dis oulala, méfiance. Voilà, Jean simplement. de Glignasti, qu'est-ce que vous dites à Charles qui nous appelle ? Je dis d'abord effectivement que toutes les hypothèses sont possibles, que le Kremlin est une boîte noire et que il n'est pas exclu qu'il y ait notamment par exemple que Poutine était au courant avant. Ça c'est même très probable parce que dans l'hypothèse où l'armée se rallierait à Prigojine, ce que Prigojine avait sans doute envisagé, la première chose qui s'est passé, c'est Sourovikine, qui est l'ami de Prigojine, mais qui a commandé le général, qui a commandé le front et qui s'est illustré en Syrie par ailleurs. Et ce type qui était supposé être l'ami de Prigojine a dit il faut se rallier à Poutine, l'armée doit rester loyale, etc. Donc j'ai le sentiment, on le voyait d'ailleurs dans le body language, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'attitude de Poutine, l'inquiétude, quand il a parlé de trahison, quand il a dit que
auteurs seraient sévèrement punis. Et en général, c'est pas des paroles en l'air dans la bouche d'un président. Ça me rappelait un peu aussi le discours de Gaulle en 1962, quand il parlait d'un carteron de généraux et quand il appelait les soldats à ne pas obéir. Donc, manifestement, le régime a eu peur. Merci beaucoup, Jean de Glignesti. Merci d'avoir été en direct avec nous, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou et également auteur d'un livre aux éditions Erol, La Russie, un nouvel échiquier.